Vous nous entendez? Vous voyez l'écran? Oui, Eh ben super. On attend peut-être juste quelques secondes pour commencer parce que je vois que ça entre encore dans la réunion. minute 2 que tout le monde puisse Hmm. rejoindre le webinaire. On va attendre 1 ou 2 minutes de politesse. Oui. Émilie, on démarre? Allez, je Ça te te laisse. va? Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans la seconde édition de notre webinaire sur le partage de la valeur. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou en tout cas pas suffisamment bien, je vais vous faire une très brève présentation de Cofra Group ainsi que d'Émilie et de moi-même. Donc Cofra Group, c'est un cabinet pluridisciplinaire qui regroupe des avocats, des experts comptables, des auditeurs, un service paye qui a la particularité de conseiller des clients qui sont à l'international, en Allemagne notamment, mais pas nécessairement. On couvre également les pays anglo-saxons et autres sans aucun problème. Et aujourd'hui, donc, vous êtes avec Émilie Campbell et moi-même. Donc, Émilie est directrice adjointe du pôle social et je suis avocate en droit du travail. Donc, le sujet du jour, vous vous êtes inscrit, il s'affiche à l'écran, c'est le partage de la valeur. Donc du coup, par rapport à le partage de la valeur, donc c'est vraiment une expérimentation qui est en cours. Petit rappel historique, ça remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat depuis juillet 22. L'objectif reste le même, donc favoriser le partage de la valeur dans les petites et moyennes entreprises. Et là, on cible vraiment les entreprises de 11 à 49 salariés. Au niveau du suivi de cette expérimentation, donc on est sur une durée de 5 ans à compter de la date de promulgation de la loi, donc c'était le 30 novembre 2023, donc ça va courir jusqu'à novembre 2028. Il y aura des rapports annuels qui sont transmis aux partenaires sociaux et à l'issue de l'expérimentation, le gouvernement remettra au Parlement un rapport pour donner les grandes lignes de ce qu'aura des résultats de cette expérimentation. Qu'est-ce qui se passera à l'issue du délai de 5 ans? Pour l'instant, nous n'en savons rien. Donc, on attend des informations du gouvernement à ce sujet-là. On sait que c'est un dispositif assez flexible. Nous verrons par la suite qu'il y a plusieurs solutions qui s'ouvrent à vous, donc avec des montants maximum, mais pas pour autant de montants minimum indiqués dans la réglementation. Donc maintenant, la question principale, c'est de savoir si votre entreprise est tenue d'appliquer ce dispositif de partage de la valeur. Alors ça, c'est le cas si votre entreprise remplit de manière cumulative les conditions qui s'affichent, à savoir la première condition, c'est avoir entre 11 et 49 salariés. Alors comment est-ce qu'on calcule cet effectif? Il s'agit cette fois de la moyenne des 12 derniers mois. Et on n'a pas de gel pendant 5 ans dans l'hypothèse où on aurait tout juste franchi le seuil de 11 salariés. Ensuite, la seconde condition, c'est de ne pas être soumis à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation. Dispositif qui est obligatoire si votre entreprise a employé sans interruption au moins 50 salariés par mois au cours des 5 dernières années. Par ailleurs, vous n'allez pas être tenu de mettre en place le partage de la valeur si votre entreprise est déjà couverte par un accord d'intéressement ou de participation, par un abondement à un plan d'épargne salariale ou une prime de partage de la valeur au titre de l'exercice en cause. Et dernière condition qui est vraiment importante parce que parfois c'est celle-ci qui va permettre d'être exclu du dispositif, c'est la réalisation d'un bénéfice net fiscal supérieur ou égal à 1% du chiffre d'affaires pendant chacun des 3 derniers exercices.
Après, là, on vous a mis une petite définition du bénéfice net fiscal à retenir. Et ensuite, on a une petite exception pour les sociétés anonymes à participation ouvrière, juste pour être complet. Là, au lieu d'avoir la condition relative au bénéfice net fiscal, on a une condition de ne pas avoir versé de dividendes. Donc, on a Pour que préparé ça soit plus clair, effectivement, Émilie va vous donner des exemples. On a préparé trois petits exemples pour que ce soit un petit peu plus parlant. Donc la première avec une entreprise de 22 salariés qui n'est pas soumise à l'obligation de la mise en place d'un accord de participation, qui n'est pas non plus couverte par un accord d'intéressement ou donc de participation de manière volontaire et qui a un bénéfice net fiscal égal à 1% de son chiffre d'affaires sur les trois derniers exercices. Dans ce cas-là, la société sera assujettie et devra mettre en place un plan de partage de la valeur. Dans l'autre cas, on a une entreprise de 45 salariés qui n'est pas non plus soumise à l'obligation de la mise en place de la participation, n'est pas couverte par un accord d'intéressement ou de participation, mais par contre, sur une ou trois des dernières années, son bénéfice net fiscal est inférieur à 1% du chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, elle n'est pas assujettie, donc elle n'a pas à mettre en place ce dispositif. Si on prend le problème, la demande dans le sens inverse, on a une entreprise de 12 salariés, donc qui n'est pas soumise à l'obligation de la mise en place de la participation, mais qui pour le coup a mis en place un accord d'intéressement et qui a un bénéfice net fiscal de plus de 3% sur les trois derniers exercices. On dit qu'elle n'est pas assujettie, mais en fait, elle est assujettie, c'est juste qu'elle répond déjà aux critères de cette loi de partage de la valeur. Donc là, on vous a fait un petit rappel des dates clés de l'expérimentation dont Émilie vous a déjà parlé. Ce qui est important de savoir et de connaître, c'est vraiment la date du 1er janvier 2025, parce que c'est à partir de cette date qu'on va appliquer l'expérimentation. Et à partir de cette date, ça veut dire application aux exercices ouverts à compter de cette date. Et c'est aussi la date qui va servir de référence pour revenir sur 3 années en arrière et apprécier le bénéfice net fiscal. Donc, quand on a une entreprise qui clôture au 31 décembre, on va apprécier la condition relative au bénéfice net fiscal sur les exercices 2022, 2023, 2024. Si toutes les conditions sont réunies, alors on est obligé d'appliquer le dispositif à compter du 1er janvier 2025. Donc, comme on l'a déjà dit, on a une fin d'expérimentation qui est prévue d'ailleurs pas à fin décembre, mais à fin novembre 2028. À ce stade, on ne sait pas encore ce qu'il adviendra des obligations d'ici là. Donc, maintenant qu'on a vu les conditions, les dates, si on est assujetti, la question c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, on a quatre options qui s'offrent à vous. On a l'option 1, la mise en place d'un régime de participation. L'option 2, la mise en place d'un intéressement. Option 3, la possibilité de verser un abondement sur un plan d'épargne. Et la dernière option, le versement d'une prime de partage de la valeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est par rapport à l'option 2, la mise en place d'un régime d'intéressement. Si jamais votre entreprise a son exercice qui est calé sur l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre, à ce stade, il va être trop tard si les conditions sont réunies pour mettre en place l'intéressement, puisqu'on a 6 mois à compter du début de l'exercice. Donc, pour un exercice ouvert au 1er janvier, on avait jusqu'à fin juin. Donc, cette option-là, dans cette hypothèse particulière, on peut l'oublier pour cette année. Ça n'empêche pas, si vous êtes assujetti, de vous dire, bah, cette année, je vais faire simple, je vais mettre en place, je vais verser une prime de partage de la valeur, et l'année prochaine, je vais m'y prendre un petit peu plus tôt, et peut-être qu'on pourra, dans ce cas, mettre en place un intéressement. Pour les autres options, donc la participation, l'abondement sur le plan d'épargne salariale, la prime de partage de la valeur, il n'est pas trop tard. Donc parlons maintenant, donc il y a le versement, mais on va voir tout ce qui est l'impact social et fiscal sur ces primes qui sont allouées aux salariés. Si on regarde l'image en grand à l'heure actuelle jusqu'au 31 décembre 2026, on dit que la prime de partage de la valeur va être exonérée de cotisations sociales
et temporairement donc de CSG-CRDS et d'impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 euros. Il y a quand même deux limites sur lesquelles on doit revenir. Cette limite de 3 000 euros, elle peut être portée à 6 000 euros si les sociétés mettent en œuvre soit un dispositif d'intéressement alors qu'elles sont soumises à l'obligation de mettre en place la participation, ou alors si elles mettent en place un dispositif d'intéressement ou de participation alors qu'elles ne sont pas soumises à l'obligation de mise en place de la participation. Cette même, la prime peut également être doublée pour tout employeur ou association ou fondation reconnue d'utilité publique ou encore les ESAT. Donc, si on repasse sur le tableau, on voit que c'est dissocié pour la période de janvier 24 à décembre 26 en fonction de deux types de rémunération. Les salariés qui sont en dessous ou au-dessus de 3 SMIC. Petit rappel, les 3 SMIC, en fait, on va analyser la moyenne des 12 mois de salaire qui précèdent le versement de la prime. Si vous versez deux primes dans l'année, il faudra toujours repartir sur la première prime, donc garder la même moyenne que vous avez utilisée pour le premier paiement. Donc, si vous avez un salarié qui est inférieur à 3 SMIC, la prime sera versée et exonérée de cotisations sociales, d'impôt sur le revenu et de CSG-CRDS. Au-dessus de 3 SMIC, vous serez aussi exonéré de cotisations sociales. Par contre, la prime sera soumise à impôt sur le revenu et à CSG-CRDS. Il y a un moyen de contourner l'impôt sur le revenu, c'est si la prime est placée, donc sur un plan, plutôt que d'être versée aux salariés. À compter de janvier 2027, tout le monde va être soumis au même régime, c'est-à-dire que la prime sera soumise à cotisation, sera exonérée, pardon, de cotisations sociales, mais sera soumise à impôt sur le revenu et CSG-CRDS. Ici encore, on peut contourner l'impôt à condition que la prime soit placée et non pas versée aux salariés. Deux petites alertes concernant le net social. Donc, il faut bien savoir et garder en tête que la prime de partage de la valeur est incluse dans ce calcul, sauf si placée sur un plan. Et au niveau de la réduction générale, cette prime rentre en compte dans le calcul des revenus d'activité. Donc, si on prend l'exemple d'un salarié qui a une rémunération inférieure à 1 SMIC, cela peut vraiment réduire, voire retirer la réduction dont bénéficie l'employeur par rapport à cette rémunération versée à son salarié. Donc maintenant, on va focus sur l'abondement. Donc c'est l'un des quatre dispositifs dont vous a parlé Gabriel. On peut verser un abondement à titre de prime de partage de la valeur. Par contre, les modalités vont être encadrées. On ne peut pas dépasser le triple de la contribution du bénéficiaire. On ne peut pas dépasser 8% du PAS par an, sauf si l'entreprise procède à un abondement unilatéral destiné à l'acquisition d'actions. Et là, dans ce cas-là, le PAS va être doublé, on va passer à 16% par an. Ou bien encore, l'entreprise peut majorer son abondement à concurrence du montant consacré par le salarié à l'acquisition d'actions, sans toutefois dépasser 80% en termes de majoration. Si jamais on venait à dépasser ces limites-là, l'excédent sera assujetti à cotisation sociale, à impôt et à CSG-CRDS. Merci, Émilie. Et donc, pour rappel, les deux autres dispositifs envisageables, c'est l'intéressement et la participation qui obéissent donc à leur régime propre, mais que nous n'évoquerons pas aujourd'hui puisque ça mériterait presque un webinaire à part entière. Alors, on voulait aussi évoquer brièvement un cas particulier si jamais vous étiez concerné, encore une fois dans le souci d'être exact. Ce sont les entreprises dites de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Alors, en principe, si vous en relevez, vous devez le savoir. Donc, il s'agit notamment des coopératives, des mutuelles, des associations, etc. Donc, pour ces entreprises, on a des conditions différentes. Donc on a toujours la condition d'avoir au moins 11 salariés, mais ce sont des entreprises qui en principe ne vont pas avoir de bénéfice net fiscal. Donc là, on va du coup avoir une condition plus appropriée pour ces entreprises, à savoir la réalisation d'un résultat excédentaire. Avec un pourcentage au moins égal à 1 de leurs recettes pendant 3 exercices consécutifs. Donc petite adaptation si jamais vous êtes concerné au niveau des conditions.
Pour les entreprises de droit étranger, la réglementation reste la même qu'une entreprise française à partir du moment où elle va avoir des établissements permanents en France et procéder à des déclarations fiscales et sociales. Petit rappel par rapport à ce que disait Gabriel tout à l'heure, au niveau de leur bénéfice net fiscal, on va retenir celui dans le sens utilisé pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Alors, on continue avec les cas particuliers et cette fois-ci avec les entreprises qui sont membres d'une UES ou unité économique et sociale. Alors, l'unité économique et sociale se compose de plusieurs sociétés au sens juridique. C'est quelque chose qui a été créé en matière de droit social pour permettre à des salariés qui travaillent certes dans des entreprises juridiquement distinctes mais qui ont une direction commune, qui ont des conditions de travail communes, similaires, où on pourrait considérer que quelque part c'est artificiel qu'elles travaillent dans des entreprises distinctes. Donc sous réserve qu'on ait une UES qui soit reconnue, que ce soit par un accord collectif ou par un jugement, ces entreprises vont être réunies pour certains aspects du droit du travail, et à savoir notamment la représentation du personnel, donc les élections notamment du CSE qui vont se faire au niveau des entreprises qui composent l'UES, et également on va avoir une réunion qui va se faire pour la participation. Néanmoins, ça ne va pas aussi loin, ça ne couvre pas toutes les obligations. Et donc, peu importe que une entreprise appartienne à une UES concernant le dispositif de partage de la valeur, là, on va bien s'en arrêter à chacune des entreprises juridiquement distinctes. Et ensuite, on a un cas particulier en revanche, même si on s'arrête à chacune des entreprises distinctes, si jamais toutefois le fait d'appartenir à une US, ça permet de bénéficier de la participation, alors dans ce cas, on ne va pas être concerné par l'obligation parce qu'au niveau des conditions, on va voir que l'entreprise a déjà la participation. Donc revenons sur les montants. Comme on l'indiquait en tout début du webinaire, ce dispositif ne génère pas forcément une prime positive. Les textes sont assez larges là-dessus, sachant que si en fait on met en place un intéressement et une participation, on ne peut pas anticiper les résultats futurs. Donc en effet, on ne peut pas dire si la prime sera positive ou non. Concernant le versement d'une PPV d'un abondement, là pour le coup c'est à la volonté de l'employeur d'utiliser ces deux systèmes-là. Donc oui, on entend qu'on pourrait verser 1 € et rentrer dans les clous. Mais nous, on ne le recommande pas, tant pour le climat social, parce qu'il ne faut pas oublier que les salariés sont de mieux en mieux informés. Donc, recevoir une prime d'1 €, ça pourrait être vu comme un affront. Et pour l'instant, on n'a pas de retour du législateur. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passera en cas de prud'homme ou de contestation du salarié. Quels seront les retours par rapport à une prime d'1 € symbolique. Pour les montants, pour ce qui est des montants, donc on peut verser entre 3 000 et 6 000 € par bénéficiaire. On peut aller jusqu'à 2 PPV par an, mais par contre, c'est une PPV par trimestre au maximum. Vous pouvez verser le même montant pour l'ensemble des salariés, ou du moins, ou sinon moduler en fonction des critères. Donc ça peut être la rémunération, la classification, l'ancienneté, le temps de présence, la durée du travail, et plein d'autres critères possibles. Donc, ils sont clairs et définis. Donc toujours en lien avec les montants qu'on peut verser au titre de la prime de partage de la valeur, ces montants peuvent en principe être modulés en fonction des bénéficiaires, à savoir qu'on peut réserver en principe le versement de la prime de partage de la valeur aux salariés qui perçoivent moins de 3 SMIC. En revanche, si on choisit un autre dispositif, là on a un caractère collectif, on ne peut pas réserver cet autre dispositif aux salariés qui perçoivent moins de 3 SMIC. Donc, dans l'hypothèse où on opte pour la prime de partage de la valeur, on peut très bien se dire, bah, seuls les salariés qui perçoivent moins de 3 SMIC en bénéficieront. A priori, ça répond à l'obligation, puisque l'obligation, quand on est assujetti, c'est de mettre en place un dispositif. Ce n'est pas nécessairement de verser quelque chose à l'ensemble des salariés concernés. Encore une fois, néanmoins, c'est un sujet sur lequel on n'a pas de précision, que ça soit législative ou réglementaire à ce jour.
Donc, on vous a mis nos coordonnées si besoin. Et surtout, si jamais vous avez des questions, des commentaires à formuler, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, je vois qu'il y a un petit message dans le Vous pouvez ouvrir le chat de micro. Fireflies. Donc, Pardon. voilà. Pas de souci. Donc, n'hésitez pas, que ça soit dans le chat ou à l'oral, il n'y a aucun souci. On est disponible pour répondre à vos questions parce qu'il nous reste un petit peu de temps dans ce webinaire. On vous laisse encore quelques secondes pour ceux On qui est tous auraient à côté. une question. Mais merci pour votre commentaire. On a une question. Oui, qu'en est-il des entreprises de plus de 50? Émilie, tu veux la prendre ou c'est comme tu veux? Non, vas-y, je te laisse faire sur celle-ci. Alors du coup, les entreprises de plus de 50 salariés ne sont pas concernées par ce dispositif de partage de la valeur. En revanche, elles vont potentiellement être concernées par l'obligation de mettre en place la participation avec des conditions un tout petit peu différentes en matière de calcul des effectifs et notamment depuis la loi Pacte, on a un gel, on a une période de 5 ans après le franchissement du seuil de 50 salariés à l'issue de laquelle donc on va être tenu de mettre en place la participation. Après, il y a encore une petite exception qui est possible si jamais l'entreprise avait mis en place un dispositif d'intéressement. Dans ce cas, elle va éventuellement gagner 3 ans supplémentaires pour être tenue de mettre en place la participation. Mais clairement, plus de 50, on n'est pas dans ce dispositif dont on a parlé aujourd'hui. Les mandataires sociaux sur ce type de dispositif. Eh ben, ça va dépendre du dispositif qu'on va avoir choisi. Parce qu'en fait, chaque dispositif, donc que ça soit l'abondement, la participation, l'intéressement, la prime de partage de la valeur, va avoir son régime propre. Et donc pour chaque dispositif, on a vraiment des stipulations qui sont très particulières pour les mandataires sociaux. Donc là, il faudrait vraiment regarder en fonction du régime qu'on aura adopté ce qu'on peut faire en fonction du souhait de les inclure ou pas, justement. Et qui passe à plus de 11 salariés. Salariés. Et bien là, il faut regarder si on a bien les 11 salariés en moyenne sur les 12 derniers mois. Ou le jour du transfert, oui. Ça dépend de comment est-ce que les salariés sont encore dans la scène société, est-ce qu'ils ont été transférés. C'est une question complète, visiblement, qui demande peut-être un peu plus de contexte. Mais n'hésitez pas à nous envoyer certaines questions par mail aussi, on pourra y répondre. C'est vrai qu'il faudra qu'on regarde effectivement comment ça s'est passé. Est-ce que les salariés sont restés dans l'entité rachetée? Est-ce que les contrats ont été transférés sur un nouveau SIRET? Parce que là, on est sur une création à 11, donc ça dépend vraiment du contexte. Est-ce qu'il y a d'autres questions par message ou vous pouvez ouvrir le micro également? Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer. On vous remercie en tout cas d'avoir été présent et d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Et on vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.